Je suis né en 1945. Imaginez, je commence à parler et je dis à mes parents, dans 50 ans, il n'y aura plus de frontières entre la France et l'Allemagne. Mes parents auraient dit, il parle trop tôt et il dit n'importe quoi. Voilà l'histoire européenne. Bonjour, dans le temps de l'Europe, pendant la prochaine demi-heure, nous allons nous interroger sur le modèle social européen par le prisme d'un enjeu concret et parfois polémique, le travail le dimanche. Le temps de l'Europe. Antoine Lereux, Johanna Touzel. Bonjour Johanna. Bonjour Antoine. Notre invité aujourd'hui, c'est Claude Rolin. Oui, Claude Rolin, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes ancien syndicaliste et député européen belge, originaire de Bertrix dans la province du Luxembourg. C'est dans la nature, au milieu des arbres, que vous commencez votre carrière comme ouvrier forestier. Puis, vous vous lancez dans des études et décrochez une licence en politique économique et sociale. En parallèle, vous êtes engagé depuis votre jeunesse dans le syndicalisme chrétien. Et vous gravissez tous les échelons de responsabilité pour devenir finalement en 2006 secrétaire général de la Confédération des syndicats chrétiens, la CSC. Et aujourd'hui, c'est au Parlement européen que vous poursuivez votre action. Élu en 2014, député pour le CDH, vous siégez à la commission parlementaire Emploi et Affaires sociales. Eh bien, c'est en raison de votre expérience, des questions sociales, de vos convictions et de vos responsabilités de député européen que nous vous avons invité aujourd'hui pour parler de l'Europe sociale et de la protection du dimanche. Et avant toute chose, rappelons que le travail le dimanche ne relève pas de la compétence de l'Union européenne, mais de l'appréciation de chacun des 28 États membres. C'est le principe de la subsidiarité. Mais le dimanche, des Allemands viennent faire leurs courses dans les zones touristiques de Lorraine. Le dimanche, les magasins sont tous ouverts à Londres, ce qui fait réfléchir Paris dans la course engagée entre les deux capitales pour attirer les touristes. Il y a quelques années, le sujet a été évoqué au niveau européen dans le cadre de la directive temps de travail. Avec, pour prétexte, le débat en cours en France, nous allons nous livrer à une comparaison européenne avant d'évoquer l'idée d'un modèle social européen. Mais avant, c'est la spécificité du temps de l'Europe. Replongeons dans le passé et même à des temps immémoriaux à la découverte des origines du dimanche chômé. Le temps de l'Europe. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Certains auront peut-être reconnu dans ce court extrait le film Les 10 commandements de 1956 qui nous replonge, Johanna, au temps de Moïse. Et oui, Antoine, on remonte au 7e siècle avant Jésus-Christ. Les Hébreux sont esclaves en Égypte. Pour se libérer de ces esclavages extérieurs mais aussi intérieurs, le peuple, dans le désert de l'Exode, se voit donner par Moïse les fameux 10 commandements. Et parmi ceux-ci, il y en a un qui nous intéresse particulièrement, c'est celui qu'on vient d'entendre, celui d'un jour de repos. Pense à observer le jour du repos, lit-on dans ce commandement. Et le législateur ajoute « Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. » C'est très clair ici, il ne s'agit pas d'une mesure individuelle de repos, mais d'un temps collectif de cohésion et surtout d'égalité. Parce que ce jour-là, il n'y a plus ni d'esclaves ni d'hommes libres. Alors on pourrait dire, Claude Rolin, que finalement ce commandement-là, c'est la première législation sociale de l'humanité ? En tous les cas, oui, c'est une législation sociale et je trouve que c'est en plus, et sans entrer dans le caractère religieux, en tous les cas dans le sens le plus étroit, c'est quelque chose qui me paraît d'être fondamental, c'est-à-dire de considérer que le temps de non-travail est un temps de liberté et que le temps de non-travail doit être un temps du collectif, c'est-à-dire un temps du vivre ensemble. Je trouve que c'est quelque chose d'essentiel et c'est quelque chose qui reste profondément d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du travail du dimanche, c'est essentiellement de cela dont on parle, c'est-à-dire de comment l'on permet aux gens, aux individus, d'avoir du temps libre. Temps libre, c'est un mot qui est un peu galvaudé aujourd'hui, temps libre. On ne se rend pas compte de la signification de ce mot-là. C'est du temps pour la liberté, c'est du temps pour la réalisation de soi-même, mais aussi d'un soi-même qui est avec les autres. C'est-à-dire
qui coïncide avec le temps des autres pour pouvoir vivre en famille, pour pouvoir vivre en société, pour pouvoir prendre des engagements. Et dans le travail, dans le débat sur le travail du dimanche, c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel et donc qui est tout à fait d'actualité aujourd'hui. Alors on va reprendre maintenant le fil de l'histoire du repos dominical. En 321, l'empereur Constantin l'institutionnalise dans toutes les villes de son empire, l'empire romain qui domine alors l'Europe et le monde. Cette tradition du dimanche chômé, elle est généralement perpétuée pendant tout le Moyen-Âge en Europe sous l'influence de la chrétienté. Elle sera néanmoins remise en cause dans certains pays, notamment en France, une première fois pendant la Révolution, puis en 1880 sous la Troisième République. C'est alors l'employeur qui décide du jour du repos de ses ouvriers. Mais ça ne durera pas longtemps suite aux mouvements sociaux dans plusieurs pays d'Europe à la fin du 19e siècle. La Belgique promulgue en 1905 une loi interdisant le travail le dimanche, suivie par la France un an plus tard. Et pour prendre le cas de la France, ce droit social, il est acquis après les droits de grève, 1864, mais avant la retraite et bien avant les congés payés. Claude Rollin, est-ce qu'on peut considérer le dimanche chômé comme un droit social pivot ? Oui, c'est un droit social pivot. D'ailleurs, si je regarde l'histoire du mouvement ouvrier, alors le mouvement ouvrier, c'est vrai, c'est un mouvement qui historiquement s'est construit dans une logique de démocratisation, de permettre aux uns et aux autres d'avoir une place égale dans la société et dans le pouvoir dans la société. Mais le mouvement ouvrier, c'est toujours aussi occupé très fort de libérer le temps des travailleurs salariés, c'est-à-dire de faire en sorte de réduire le temps de travail pour permettre d'une part, dans une première époque, simplement de préserver la santé et la vie des gens. Il faut se rappeler, au début de l'industrialisation, on n'a pas de limite dans les heures de travail, dans les journées de travail. En gros, la limitation, c'est, je vais être un peu caricatural, mais ce n'est pas caricatural, c'est on prévoit des temps de travail jusqu'à la limite de la capacité humaine de résistance. Il ne faut pas que la personne en meure, mais pour le reste, elle doit travailler. Et le mouvement ouvrier, le mouvement syndical a mené beaucoup de combats pour reprendre contrôle du temps hors du travail. Ça s'est fait dans la réduction des heures de travail, mais au départ, ça s'est fait sur la réduction du nombre de journées travaillées. Et on referme ainsi cette parenthèse consacrée à l'histoire du travail le dimanche en Europe pour s'intéresser maintenant à l'actualité. Le temps de l'Europe. Antoine Lheureux, Johanna Touzel. Et nous recevons Claude Rollin, ancien syndicaliste chrétien et eurodéputé, membre du PPE, le Parti populaire européen. Après ce survol de l'histoire du dimanche, du travail le dimanche en Europe, revenons donc à aujourd'hui, fin janvier. La loi Macron, du nom du ministre de l'économie français, sera débattue par le Parlement en France. Parmi ses nombreux volets, l'extension du travail le dimanche. Emmanuel Macron le justifie en 2 points. Écoutez-le. Le premier, c'est de donner plus de liberté aux élus locaux pour pouvoir, s'ils le souhaitent, ouvrir jusqu'à 12 dimanches par an. Il y aura un débat sur ce sujet. C'est un point de sensibilité. Mais ça n'est pas une obligation, ça n'est pas un choix de civilisation qui est porté. Le deuxième volet, c'est dans les zones où on sait que plus d'ouverture le dimanche, c'est créer de l'activité, à coup sûr. Dans quelques gares qui sont d'importance nationale, dans des zones touristiques à vocation internationale, où fermer le dimanche et en soirée, c'est perdre de l'activité et des emplois, nous voulons pouvoir le faire. Pourquoi ? Parce que là, c'est créer des emplois, c'est créer de l'activité. Et compte tenu de la situation d'urgence de notre économie, nous n'avons pas le droit de passer à côté de cette occasion. Nous devons prendre nos responsabilités. Claude Rollin, est-ce que, comme Emmanuel Macron le dit, étendre le travail le dimanche, ça crée de l'emploi ? Je ne pense pas. Je ne pense pas, mais je vais moduler ma réponse. Globalement, et souvent sur les secteurs où on considère qu'il faut augmenter l'activité le dimanche. Je pense par exemple à la distribution, au commerce. Or c'est bien, effectivement, si j'ouvre le dimanche comme chez un magasin, j'ouvre le dimanche, j'ai un jour en plus pour avoir des gens qui viennent acheter chez moi. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est globalement la capacité de consommation des gens, elle est quand même limitée. C'est-à-dire que ce que j'achète le dimanche comme consommateur, je ne vais pas l'acheter un autre jour de la semaine. Et donc, résultat, ce type de choses peut donner l'effet tout à fait contraire économiquement. C'est-à-dire que je vais avoir un coût de fonctionnement de mon magasin, si je prends l'exemple du magasin, qui va être sur 7 jours, ça veut dire 7 jours où je dois payer mon personnel, où je dois avoir du chauffage, de l'électricité, etc., pour avoir grosso modo le même chiffre d'affaires
que ce que j'aurai en 6 jours. Alors, si je suis tout seul à le faire, je vais avoir un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Mais si tout le monde fait la même chose, cet avantage concurrentiel, il disparaît. Or, je mets un bémol à ce que je viens de dire. C'est vrai que pour toute une série d'activités, ce n'est pas le cas. Et on le sait en Belgique. En Belgique, le travail du dimanche est réputé comme étant une journée libre. On ne peut pas travailler le dimanche. Pourtant, il y a toute une série de secteurs et d'activités où on travaille le dimanche, qui sont les activités où, effectivement, on n'imagine pas qu'on puisse arrêter. Je prends un exemple personnel. Mon épouse est éducatrice dans un institut médico-pédagogique. Bon, ben, c'est vrai qu'on ne va pas arrêter de s'occuper des enfants le samedi et le dimanche. On le fait également la nuit. On a des entreprises qui travaillent à feu continu, par exemple la sidérurgie, on n'arrête pas ces outils de production parce qu'il n'est pas possible, sans dégâts économiques importants, de les arrêter. Je prends les services publics, les hôpitaux, tout ça se justifie. Mais en dehors de ces exceptions, on protège le dimanche pour avoir ce temps commun au niveau de la vie des gens. Parce que, imaginons ce qui se passe. Demain, il n'y a plus de dimanche. Il n'y a plus de rythme dans le temps de la semaine. Eh bien, on est dans une famille. Eh bien, le père a congé le vendredi, la maman a congé le dimanche, et les enfants ont un autre rythme de vie. Quand est-ce qu'on se voit? Quand est-ce qu'on a du temps pour parler? Quand est-ce qu'on a du temps pour échanger? Je sors du cadre familial. Quand est-ce que j'ai du temps libre pour, avec d'autres, parler de la société, parler de ce qui se passe dans ma commune, participer à la vie de mon association? Être syndicaliste, par exemple. Être syndicaliste, ouais. Tout à fait. Bon, au niveau syndical, il y a un petit avantage en Belgique, c'est que les délégués syndicaux peuvent bénéficier de crédits syndicaux, c'est-à-dire, mais de nouveau, de libération de leur temps de travail pour s'occuper de la vie syndicale, pour s'occuper des situations qui sont vécues par leurs collègues salariés. Alors effectivement, comme vous le dites, il faut une certaine flexibilité et on ne peut pas inclure tous les secteurs de la société dans ce repos dominical. Il y a tout le secteur des loisirs, etc. Mais là, on parle vraiment d'un principe. Alors est-ce qu'à votre avis, cette augmentation du nombre de dimanches travaillés à 12 par Emmanuel Macron est vraiment problématique? Est-ce que ça risque de créer un peu une porte ouverte vers une libéralisation, ou est-ce qu'on peut accepter un peu ces 12 jours en plus? Je crains clairement que cette volonté d'ouvrir plus le travail du dimanche soit négative et qu'on peut avoir des craintes par rapport à ça. Mais la première critique que je poserai, la plus importante sur ce que je viens d'entendre du discours de M. Macron, c'est qu'il considère que le temps de travail et la façon de réglementer le temps de travail est d'abord et avant tout la responsabilité du politique. Ce qu'ils disent, c'est moi, gouvernement, je vais décider d'eux. Je vais laisser l'option aux élus de décider d'eux. Et en la matière, je suis même un peu étonné d'entendre cela de quelqu'un qui est d'un parti progressiste, du Parti socialiste français, parce que ma conception et ma conviction en la matière, c'est que le temps de travail, comme toutes les matières qui sont liées au travail, doivent être, dans la mesure du possible, laissés à la négociation entre partenaires sociaux, entre employeurs et entre représentants des travailleurs, ce qui permet de ne pas avoir des règles générales, mais de tenir compte de la réalité justement des secteurs, qui sont les gens qui sont les mieux au courant de ce qui se vit, de ce qui peut se faire dans une entreprise, dans un secteur, de quelles sont les contraintes, de quelles sont les possibilités. Ce sont les gens qui sont dans le secteur, les employeurs et les représentants des travailleurs. Et donc c'est là que ça doit se faire au travers de la concertation sociale. En Belgique, on a, d'ailleurs, ce type de débat est directement lié. Les gouvernements ne prennent pas de décision en la matière sans demander l'avis ce qu'on appelle le Conseil national du travail, qui est une instance paritaire où on retrouve les représentants des employeurs ou les représentants des organisations syndicales, sans passer dans ce qu'on appelle le groupe des 10, donc qui est le groupe de fêtier de la négociation des partenaires sociaux au niveau interprofessionnel, où on retrouve 10 représentants patronaux et syndicaux pour justement discuter de cela. Et c'est tous les 2 ans un enjeu de ce qu'on appelle les accords interprofessionnels en Belgique, où on discute notamment des matières liées au temps de travail, à l'organisation du temps de travail. Alors vous parlez de la Belgique, on a parlé il y a un instant de la France, on va voir un petit peu ce qui se passe dans les autres pays d'Europe. Le travail le dimanche, ça reste très strict en Allemagne, c'est inscrit dans la loi fondamentale, la Constitution. Il est de plus en plus souple dans les pays du sud de l'Europe, on l'a vu, et il est libéralisé au Royaume-Uni, en Irlande ou encore en Pologne. Au niveau européen, aujourd'hui, la Commission européenne considère que le choix d'un jour de fermeture des commerces fait intervenir
intervenir des considérations de nature historique, culturelle, touristique, sociale et religieuse, qui relèvent donc de l'appréciation de chacun des États membres. Mais le débat en Europe autour du travail le dimanche, il existe, Johanna. Oui, il existe. Alors même s'il n'y a pas de compétences communautaires en la matière et que l'Union ne se mêle pas de droit de travail, en revanche, la Commission européenne a une compétence en matière de santé des travailleurs. Et en 1993, l'Union européenne a adopté une directive temps de travail qui limite le temps maximum de travail en Europe pour les travailleurs. Je crois que c'est à peu près 48 heures 48. maximum. Et dans ce texte, il y avait une mention qu'il y a une période minimale de repos qui est prévue au niveau hebdomadaire, qui comprend en principe le dimanche. Donc il y avait cette phrase « en principe le dimanche et le jour hebdomadaire de repos ». Eh bien, figurez-vous que cette mention a été attaquée par le Royaume-Uni, qui a fait un recours devant la Cour européenne de justice en 1996, et pour demander que cette mention soit retirée. Son argument, c'était qu'il n'y a pas assez de lien entre repos dominical et santé des travailleurs. Et du coup, la Cour de justice européenne a retiré cette mention. Et depuis, il se trouve que cette directive est en révision depuis un certain nombre d'années. Cette révision a échoué au niveau des partenaires sociaux. La commission Barroso précédente n'a pas réussi à la réviser. Et aujourd'hui, elle se retrouve à nouveau sur la table de la Commission européenne. Et ces dernières années, il y a une alliance européenne pour la protection du dimanche qui s'est créée au niveau européen entre syndicats, entre églises, organisations sportives, pour demander la réintroduction de cette mention de principe du dimanche au niveau européen. Est-ce que vous êtes favorable à ce genre de référence, Claude Rollin, dans cette directive ? Tout à fait, et c'est bien comme ça qu'on doit l'entendre. Ça doit être une référence de principe. Le dimanche ne doit pas être travaillé. Il faut prévoir des exceptions, mais c'est ce dont on a évoqué tout à l'heure, en fonction de réalités économiques, de réalités secteur, de besoins sociaux. Mais le dimanche ne doit pas être travaillé. Et je ne le dis pas dans une référence de type religieux. Ça serait le lundi, le mardi ou le mercredi, peu me chaud. Ce qui est important, c'est que dans la société, nous puissions avoir des temps où il n'y a pas de travail et on peut faire d'autres choses. C'est quelque chose d'essentiel. Alors la position de la Grande-Bretagne sur le débat, elle est malhonnête par rapport au dimanche et à la santé. La position britannique, malheureusement, dans ce type de dossier, a toujours été de refuser la réglementation sociale européenne, en considérant qu'il ne faut pas réglementer en la matière au niveau européen, en demander ce qu'on appelle des opting out, c'est-à-dire de pouvoir ne pas rentrer dans les accords européens en la matière. Et ça correspond à un courant qui considère qu'il faut flexibiliser à outrance le travail. C'est-à-dire qu'il faut supprimer les temps, il faut même supprimer les limites de temps de travail. Est-ce qu'on veut en revenir aux situations qu'on a connues au début du 19e siècle ? Est-ce que c'est ça le projet de société que l'on a ? À ce moment-là, on revient à l'image de l'ouvrier machine, le travailleur qui n'est plus qu'une pièce qui va par rapport à la machine. Alors on n'est plus sur la vieille industrie, on est sur un autre type d'économie, mais ça veut dire que l'être humain, dans ce type d'économie, n'existe plus. Il n'est qu'un complément au fonctionnement d'une économie financiarisée. Et ça, moi je le refuse catégoriquement. Et justement, pour contrer cet argument des Britanniques, entre-temps, il y a eu plein d'études européennes qui sont parues, des études scientifiques qui prouvent le lien entre santé des travailleurs et l'absence de repos dominical, notamment sur la santé mentale, sur les problèmes que ça crée au niveau des familles, quand on parle de cohésion familiale, sur la cohésion entre vie familiale et vie professionnelle. Et on parle évidemment, comme vous le disiez aussi, de faire société, s'engager en tant que bénévole, en tant que syndicaliste. Toutes ces activités-là ont besoin d'un jour commun et pas de jours séparés de repos. Donc c'est vrai que tous ces arguments sont maintenant sur la table. Vous pensez que la Commission européenne va les prendre en compte, va pouvoir accepter ça, notamment Marianne Thyssen, qui est la nouvelle commissaire en charge de cette question ? Sur ce que peut en penser Marianne Thyssen, je n'ai pas le moindre doute. Je connais Marianne Thyssen, je sais que c'est quelqu'un qui a vraiment un sens social profond, qui connaît bien la concertation sociale, qui a pratiqué la concertation sociale. Maintenant, entre la volonté de Marianne et la perception de Marianne Thyssen et ce qu'elle va pouvoir faire
au sein de la Commission, avec le fait qu'il n'y a pas que la Commission, il y a le Conseil, et on voit qu'on est dans une évolution, comme je l'expliquais tout à l'heure, de volonté de flexibilisation, de déréglementation au niveau du droit du travail. Je pense clairement, ça va être dans les prochains mois un enjeu essentiel. Il va falloir se bagarrer en la matière. Je pense que les responsables politiques vont devoir, et par exemple les parlementaires européens, intervenir dans ce débat. Je pense aussi que les mouvements sociaux, et l'initiative dont vous parliez tout à l'heure est justement très intéressante à la matière, vont devoir aussi jouer leur rôle, c'est-à-dire peser sur la décision politique pour faire respecter ce qui devrait être le seul sens de l'action politique. L'action politique, qu'est-ce qu'elle doit permettre? Elle doit permettre le vivre ensemble. Claude Rolin, c'est bientôt la fin du temps de l'Europe. Pour terminer, on l'a vu, le travail le dimanche n'est pas réglementé au niveau européen et c'est très diversifié en Europe. Est-ce que c'est réaliste, d'après vous, d'envisager une Europe sociale, compte tenu de cette diversité, sur une mesure aussi symbolique qui est celle du travail le dimanche? Je ne me pose même pas la question de savoir si c'est réaliste ou pas. C'est indispensable si on veut que le projet européen ait un avenir. La construction d'une Europe sociale, et quand je dis une Europe sociale, je vais au-delà de ce qui concerne le droit du travail, par exemple, c'est-à-dire d'une Europe humaine. Et je vais chercher les textes ou ce qu'ont écrit ce qu'on appelle les pères fondateurs de l'Europe. Il y avait cette volonté d'humanité, d'avoir une construction humaine au niveau européen. Et donc, si on voit aujourd'hui la rupture qu'il y a entre les citoyens et le projet européen, liée à la crise, aux politiques d'austérité, on a une obligation de permettre la réconciliation entre les citoyens et le projet européen, et on ne pourra faire cela qu'à la condition de remettre à l'ordre du jour comme priorité la construction d'une Europe sociale, d'une Europe humaine. Et c'est ainsi qu'on referme ce temps de l'Europe. Claude Rolin, merci d'y avoir participé. Merci. Johanna, merci, à bientôt. Merci, à bientôt. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro. Notre invité, ce sera Michel Candessu, ancien directeur du Fonds monétaire international. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.